Donc avant de faire le point sur la nouvelle saison, et c'est mes collègues qui vont plutôt le faire, je voudrais parler de la saison qui vient de se terminer, donc 2022-2023, et faire un peu le point rapidement sur différents aspects. Le premier, c'est les ambitions qui avaient été annoncées, les ambitions sportives. Donc on avait annoncé plus ou moins, il y a un an plus ou moins, qu'on souhaitait jouer les 5 premières places du championnat, espérer faire mieux et aussi espérer peut-être qu'avec le jeu des licences, ça nous permettrait de décrocher un des 3 tickets pour monter en D1B. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas puisqu'on a terminé 4e. Finalement, c'est dans nos objectifs puisqu'on s'était fixé un top 5. Mais en prenant du recul, je dirais que cette première saison en National 1 est une bonne saison, surtout en étant promu et en montant à un échelon supérieur qui est quand même, je trouve, vraiment supérieur à la D2 ACFF. Donc je pense qu'on a fait une bonne saison. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion, c'est le début de la réunion, pour remercier aussi bien les joueurs, le staff et tous ceux qui ont contribué à cette saison. Malheureusement, il y a toute une série de personnes qui ne seront plus là cette année avec nous, mais je les remercie. Je vais citer personne, comme ça je n'oublie personne, mais je remercie ceux qui ont participé à cette bonne première saison en National 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière ? Au niveau sportif, on a fait un excellent début de saison, ce qui nous a rapidement fait espérer qu'on allait monter, peut-être plus facilement que prévu. Ça n'a pas été le cas, donc on ne va pas dire que c'est pas décevant, mais je trouve qu'on a appris beaucoup durant cette saison. On a appris de la division, on a appris de nos concurrents, on a appris de certains moments de la saison qui sont particulièrement difficiles et de la solidité aussi des autres équipes. C'est important parce que c'est des éléments dont on doit tenir compte pour préparer cette nouvelle saison et dont on tient compte. On a aussi appris de nos erreurs, on a fait des erreurs, il ne faut pas s'en cacher, on a fait des erreurs à différents niveaux, mais si on veut citer par exemple le recrutement, on sait qu'on s'est parfois trompé dans le choix de certains profils, c'est pas de la faute des joueurs, c'est de notre faute, et donc nous avons parfois manqué peut-être de finesse dans le recrutement, ou en tout cas on n'avait pas anticipé certaines choses, ou l'adéquation de certains profils avec notre manière de jouer. Enfin bref, on peut expliquer par toute une série de raisons, mais tout ça pour vous dire qu'on apprend énormément et qu'on va tirer les conclusions pour éviter que ces erreurs, en tout cas ces décisions qui sont prises, ne soient plus répétées. Mais David vous parlera mieux que moi du mercato dans les prochaines minutes. Je parlais bien entendu de la nationale. Au niveau des filles, on a terminé champion avec la 2e équipe, donc on monte en P2. La P1, malheureusement, on a échoué à la dernière étape, le test match. C'est vraiment dommage. Enfin bref, on continue à travailler. La structure est mise en place pour atteindre nos objectifs dès cette saison. Donc on espère qu'on va pouvoir monter avec la P1 Dames. Et je terminerai avec la Wolves Academy, qui a très fortement évolué en termes de nombre cette saison-ci. Donc on a quasiment atteint notre capacité maximale, mais nos objectifs restent les mêmes. Donc on veut travailler vraiment sur deux volets. On veut vraiment mettre en place un système éducatif au niveau sportif et que chacun puisse retrouver y trouver son bonheur en fait, que ce soit pour on va dire du social, donc c'est-à-dire que chaque joueur peut s'épanouir au sein de la Wolves Academy, que de l'élite, c'est-à-dire notre objectif qui est aussi de former des joueurs professionnels. Vous le savez, Nicolas Floutos nous a rejoint fin de la saison et c'est clairement un des objectifs de Nico, c'est de mettre en place toute cette structure pour la Wolves Academy. Son rôle est plus large, mais le rôle de la Wolves Academy est important, on en a déjà parlé, et ça s'inscrit clairement il y reviendra d'ailleurs, ça s'inscrit clairement dans ses objectifs, et c'est un plan qui va être mis en place sur 2-3 saisons pour que ce soit complet, qu'on soit prêt au moment où on rejoindra l'élite professionnelle. Donc voilà au niveau sportif ce qu'on peut dire sur la saison écoulée. Les ambitions, on en reparlera, les différents intervenants vont mieux en parler que moi, mais voilà sur la saison dernière. Je ne pourrais pas éviter le sujet de comment s'est déroulée la vie générale du club durant la saison passée. Je ne peux pas nier que c'était une saison qui a été éprouvante, parce que d'un point de vue organisation, vous le savez, on a écopé de plusieurs sanctions. On a dû jouer 4 matchs à huis clos, ce qui était assez exceptionnel pour notre division, mais même de manière générale dans le football belge. Donc ça nous a touché fortement. Notre image, tant vis-à-vis de la fédération que vis-à-vis des autres clubs ou des partenaires, a quand même été
écorné. Ça n'a vraiment pas facilité la saison et ça a tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, la relation avec les supporters de manière générale pour avoir une ambiance finalement qui n'était pas très agréable. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on est quand même dans le collimateur, c'est-à-dire que la moindre faute que la RAL va commettre va être sanctionnée de manière assez ferme, et on devra maintenant essayer de rattraper cette image, une image positive du club, pour que on évite ces sanctions et on évite cette ambiance qui n'est pas très agréable. Donc ça met le club dans une position délicate, mais on travaille pour essayer de rétablir cette bonne ambiance que l'on a connue les premières années. Il y a eu beaucoup de discussions avec les groupes ultras et je dois dire qu'on est presque au bout de ces discussions pour vraiment repartir sur une bonne base, et j'espère que dans les prochains jours on va pouvoir annoncer qu'on repart de manière positive avec les groupes ultras. Quelque chose de positif, c'est qu'il y a 2 nouveaux groupes qui sont en passe de se créer, donc 2 nouveaux groupes de supporters, en plus des groupes ultras. Ça se fait en collaboration avec les groupes ultras, donc je suis très content de toutes ces discussions constructives qui vont nous permettre de vivre une saison plus agréable, je l'espère, et retrouver un engouement, une ambiance conviviale au stade que tout le monde attend, et on est là pour ça en fait. Donc le foot, c'est des émotions, c'est du plaisir, on n'a pas envie d'être là pour être stressé ou sous tension systématiquement, donc vraiment vivement que cette saison redevienne une saison sereine. Donc, de manière générale aussi, avec les supporters, donc je viens de citer le mot sérénité. Donc, en tant que dirigeant, on a des décisions à prendre au quotidien. Tout le monde a des décisions à prendre au quotidien. Et je comprends que les supporters, à un moment, soient déçus, qu'on ne soit pas montés. Je comprends que les supporters ne soient pas toujours d'accord sur certaines décisions qui sont prises, etc., etc. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse travailler avec de la sérénité, qu'on puisse nous faire confiance. Et je pense qu'on a prouvé ces dernières années, ces premières années de la vie de la RAL, qu'on était capable de prendre des décisions, d'assumer les erreurs quand elles sont faites, des mauvaises décisions, on en fait, on en fera encore, et on essaiera de les assumer et de corriger le tir dès qu'on constatera que ce n'étaient pas les bonnes décisions. Donc simplement, essayons de retrouver un peu de sérénité, qu'on travaille calmement, dans une ambiance agréable, et croyez-moi, on va atteindre nos objectifs, puisque nos ambitions restent les mêmes. Nous voulons rejoindre le monde professionnel. On espère que ce sera la saison prochaine. Si ce n'est pas la saison prochaine, ce sera la saison d'après. Bref, faites-nous confiance. Nous allons tout faire pour mener à bien le projet tel qu'on l'a lancé il y a quelques années. Je termine ce petit point sur la saison précédente par le financier. Saison qui, vous savez qu'on a l'habitude d'être transparent au niveau financier. Saison qui se solde par une perte de l'ordre de 800 000 €. Donc c'est la pire saison financière que nous ayons connue depuis la recréation de la RAL, ce qui est très très important comme perte. Donc ça ne nous met pas dans une situation agréable, on n'aime pas. L'objectif est toujours d'atteindre l'équilibre et on doit vraiment tout faire pour y arriver. C'est important que tout le monde sache ça. C'est pas parce qu'on investit dans nos infrastructures, qu'on investit dans notre structure, qu'on peut se permettre de flamber ou de faire ce qu'on a envie de faire. Notre rôle, c'est de faire en sorte de mener le projet de la RAL là où on veut qu'il soit, et donc on doit gérer de manière rigoureuse, on doit être attentif à nos dépenses, et je citerai que ça, mais je sais qu'on y reviendra. Donc c'est pas pour ça que, parce qu'on investit dans nos infrastructures, qu'on a le plus gros budget de tous les temps, et qu'on peut dépenser pour acquérir n'importe quel joueur, c'est pas du tout le cas. Donc on est très très rigoureux sur la manière de mener ce budget. David pourra vous le confirmer. Donc c'est pas fait de manière comme ça, aléatoire et à flamber. Donc on veut continuer notre philosophie qui est de construire petit à petit et de mettre en place tout ce qu'il faut pour être prêt au moment où nous serons dans le monde professionnel. Bon, je voulais pas être trop alarmiste, même si la conclusion de cette saison n'est pas toujours positive. La situation est sous contrôle. D'un point de vue financier, la preuve, c'est l'obtention de la licence professionnelle, puisqu'on a obtenu directement la licence professionnelle, donc ça prouve notre bonne organisation, notre santé financière, et même sans aller en recours ou quoi que ce soit. Donc on a eu vraiment un rapport très favorable de la commission des licences.
Donc voilà pour le point sur la saison passée. Avant de passer maintenant au futur, est-ce que vous avez des questions sur tout ça, un sujet que vous souhaitez aborder maintenant? Par rapport à la perte de 800 000, tu sais dire exactement plus ou moins sur quoi c'est venu? Est-ce que c'est justement l'investissement de l'école des jeunes principalement qui l'explique? C'est la première saison que l'on amortit les infrastructures, puisque c'est la première saison, on a terminé ça en mai 2021, donc c'était l'amortissement de ces infrastructures pèse dans les résultats. La deuxième chose, c'est tout de même qu'on a eu 4 matchs à huis clos. Il ne faut pas oublier qu'en termes d'affluence, ça fait quand même un fameux trou, dont les Framborins, qui étaient quasiment la plus grosse affluence attendue dans le budget qu'on avait prévu. En termes de résultats de l'équipe première, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on avait estimé. Fatalement, on a fait une très très bonne saison, donc on n'a pas atteint l'objectif de vouloir monter à un moment donné, mais on a quand même terminé 4e, ce qui veut dire que le résultat était bon. Voilà. Et au final, l'affluence, de manière générale, au stade, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Je pense qu'on est aux alentours de 1000 personnes par match en moyenne, ce qui est bien pour la Nationale 1, donc c'est pas mal. Je pense que comparé à d'autres, c'est pas mal. Il n'y a que Liège qui, à mon avis, fait mieux. Mais par rapport au budget qu'on avait estimé, c'est en dessous de ce qu'on avait prévu. C'est ce qui explique. Majoritairement. Bon, voilà, on a aujourd'hui la capacité de tenir le coup par rapport à ça, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Depuis le début de la vague, vous n'avez jamais été en équilibre? Non, jamais. On n'espérait pas l'être dans les 4-5 premières années. Ici, avec les 2 années de Covid et encore ces facteurs, si on l'espère, si ce n'est pas la saison prochaine, la saison suivante, il faut savoir que quand on arrive dans le monde professionnel, il y a d'autres éléments qui viennent renflouer un peu les caisses, comme les droits TV, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en National 1. Et notre structure est inhabituelle par rapport à un club de notre division. Donc le nombre de personnes que nous employons, les infrastructures sont assez inhabituelles par rapport à notre niveau. D'autres questions par rapport à ça? David, c'est toi ou c'est Nico? On peut passer à la construction d'effectifs. Ouais. Ok, donc par rapport à la construction de l'effectif, donc comme l'a indiqué Tony tout à l'heure, notre première saison nationale 1, elle peut être considérée comme bonne, même si on aurait espéré mieux, mais elle peut être considérée malgré tout comme bonne. C'est dans les objectifs de base qu'on s'était fixés, même si on aurait souhaité plus, parce que quand on a les saisons précédentes, on voyait que parmi les 5 premiers, il y avait toujours des équipes qui avaient des soucis de licence. Cette année, il n'y en a pas eu. Pour être dans les 5 premiers, il fallait être autour de entre 1,75 et 1,80 points. Cette année, il fallait être beaucoup plus haut. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments évidemment qu'on sait difficilement prévoir à l'avance. Mais malgré tout, voilà, on espérait mieux, donc on s'est pas mal remis en question par rapport à la stratégie globale au niveau sportif, et notamment la construction de l'effectif, la durée des contrats et d'autres éléments. Et tout ça en fait dans une démarche qu'on a en fait au quotidien ici, une démarche d'amélioration continue. Et on a appris, comme l'a dit Tony aussi, je reprends ces mots, on a appris beaucoup et on apprend encore en fait. Et on essaye en fait de faire mieux à chaque fois. On fera encore des erreurs, on en a fait l'année dernière, on en fera encore cette année, c'est certain. Mais on essaiera toujours en fait que ces erreurs-là puissent nous servir à nous améliorer et à grandir ensemble et à faire grandir notre projet, à faire grandir le club ensemble. Et donc après ce travail de fond réalisé avec l'ensemble de la direction en tout cas sportive, notre objectif c'était encore de se renforcer tout en gardant une certaine continuité, je vais dire, au niveau des joueurs qu'on considérait, nous, les plus performants et les plus utilisés aussi, et avec tout ça qui entrait le mieux dans les valeurs du club. Donc c'était un peu les 3 éléments qu'on a considérés, les 3 éléments de base, les postulats de base pour la construction de l'effectif. Au niveau du budget, donc pour construire l'effectif de cette année, on a augmenté le budget de l'ordre de entre 25 et 30% par rapport à celui de la saison écoulée, qui était autour de 850 000 euros, ce qui était un budget, je vais dire, moyen de la division sur base des informations qu'on a recueillies, puisque c'est pas comme en Pro League où il y a une publication des budgets, mais sur base des informations qu'on a recueillies, les discussions, etc. C'est un budget moyen de la division. Et c'est important de préciser que nous, quand on parle de 850 000 euros, parce que l'année dernière on en a parlé dans la même conférence de presse qu'aujourd'hui, on parle toujours en fait nous toutes charges comprises, contrairement à d'autres clubs qui calculent différemment et qui parlent de salaire brut. Donc nous on parle bien toutes charges patronales comprises, etc.
Donc voilà, maintenant que j'ai parlé des principes, je vais dire, de la construction d'effectifs, je vais parler des départs, des prolongations et des arrivées. D'abord au niveau des départs, donc sur cette base que je viens d'expliquer, sur les principes que je viens d'expliquer, on a discuté avec différents éléments du noyau. Certains ont souhaité donc aller vers un autre projet et d'autres ont accepté de prolonger l'aventure avec nous. Et c'est un secret pour personne que on souhaitait garder. Et on a fait des propositions à des éléments comme Libertio, Vanek, Francotte, Lambeau. Et pour des raisons diverses, chaque cas vraiment était différent, donc on ne peut pas expliquer tout en une fois comme ça, mais chaque cas était différent et ils ont souhaité quitter le projet, quitter le club. Et on a entendu en fait leur volonté. Et avec ceux qui étaient encore sous contrat, on a essayé de trouver des solutions pour les joueurs et pour pouvoir partir, je veux dire, en bon terme. Et c'est ce qui est arrivé dans tous les cas que j'ai cités. C'est ce qui est arrivé. À chaque fois qu'il y a eu un départ, on est toujours parti en se serrant la main. Et c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Et dans tous ces dossiers-là, l'intérêt du club, l'intérêt de l'institution, l'intérêt de la RAL a toujours été défendu, tout en respectant les joueurs, que ce soit humainement et sportivement. Je prends par exemple le cas de Mathias, où les discussions ont pris du temps. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris du temps? Parce qu'on souhaitait réellement le conserver, mais quand il nous a fait comprendre de manière claire après son retour de vacances que sa décision était vraiment prise, on a discuté avec le représentant que son nouveau club nous avait envoyé et on a essayé de trouver une solution, comme j'ai dit toujours, pour défendre les intérêts du club. À côté des départs, évidemment, et heureusement, il y a eu quand même une série de prolongations. Donc malgré ces quelques départs, on a pu renouveler, je vais dire, la majorité de l'ossature de l'équipe titulaire pour la saison 2022-2023, notamment en défense. La défense qui était une de nos grandes forces durant la saison écoulée, étant donné qu'on a été la 3e meilleure défense du championnat, avec 37 buts encaissés en 38 matchs. Idem pour notre meilleur buteur qui a prolongé avec nous, nos 3 meilleurs passeurs décisifs qui ont prolongé aussi avec nous, qui continuent à faire confiance et à croire dans le projet. Certains parmi eux d'ailleurs qui ont fait une très bonne saison ont été sollicités, mais malgré tout ils ont décidé de rester à la RAL et de renouveler avec nous. Donc on trouve que c'est aussi un gage de sérieux, un gage de confiance par rapport à notre club, à notre projet, à la manière dont on travaille, au professionnalisme aussi du projet. Au niveau des arrivées, donc on a analysé ce qui nous a manqué la saison dernière. On a ciblé en fait des profils qui pouvaient apporter autant de la variété par rapport au profil et également de la qualité en fait au groupe. Ça va quand je dis apporter de la variété, de la qualité, ça va de l'expérience à la taille, la qualité sur les phases arrêtées, là où on a eu quelques soucis la saison dernière, défensivement et offensivement, le volume de jeu, la quantité de récupération. On a vraiment analysé pas mal de paramètres pour pouvoir arriver vraiment à des profils qui allaient être des plus-values pour l'équipe. Ça a été un travail minutieux d'identifier, de choisir vraiment les joueurs qui correspondaient exactement au profil qu'on recherchait. Et je remercie aussi d'ailleurs les scouts, les recruteurs qui travaillent avec moi, Nicolas et Julien, qui ont beaucoup travaillé durant ces derniers mois. Je les ai beaucoup sollicités et ils ont fait du très bon travail. On a beaucoup parlé aussi ensemble avec le staff, avec Fred, avec Nico, avec la direction sportive. On a beaucoup parlé, échangé. Chaque choix vraiment a été fait en connaissance de cause et en analysant vraiment tous les paramètres pour diminuer la marge d'erreur, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec ça en introduction, on va faire des erreurs, mais en tout cas on a essayé de minimiser au maximum la probabilité qu'on en fasse. Et l'effectif, donc je parle un peu de l'effectif pour la reprise, donc la semaine dernière, lundi dernier, l'effectif a repris et donc il était constitué avec les éléments que je vais citer maintenant. C'est évidemment toujours possible, on ne va pas réinventer le football, c'est évidemment possible que cet effectif-là évolue durant le mercato. Jusqu'au 31 août, il peut encore se passer beaucoup de choses. Il reste 6 semaines et demie dans le sens des arrivées, dans le sens des départs. Avant la clôture de la période de transfert, il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, donc on a dans les gardiens, donc on a Mike Van Hamel, qu'on a déjà présenté, etc. Donc je ne vais pas aller dans le détail. On a un jeune gardien aussi titulaire durant 2 saisons en National 1 et qui sera annoncé d'ici peu, je dirais normalement demain. Il reste quelques documents administratifs à régler. Et puis on a Camara et Van Pevenage qui vient
de notre école des jeunes et qui a une très belle marge de progression. Donc le groupe gardien sera composé donc de ces 4 gardiens-là. En défense, donc on a Corneilly, que vous connaissez très bien, Calan, Faye, Maisonneuve, qui est aussi milieu défensif, donc il faut aussi le considérer dans la partie milieu défensif. Yanis Gérin et Miguel Renders, qui sont 2 jeunes avec un très beau potentiel, qui ont montré déjà de belles choses la semaine dernière, mais également aujourd'hui pendant le premier entraînement. Au niveau des latéraux, que nous on appelle pistons, les ailiers aussi, on peut les appeler aussi comme ça. Donc on a Gobitaka, que vous connaissez très bien, Benoît, un dossier qui reste à finaliser aussi administrativement, donc un 3e joueur, et puis Liongola, que vous connaissez aussi, et Stalmans, qui est l'un des meilleurs, voire le meilleur élément de notre équipe espoir de la saison dernière, qui a été championne. Au niveau des milieux de terrain, donc on a Vanzo, Joelito qui nous vient de l'Olympique, Maxime Pau, Luca Franco, Samuel Gueletz, Louis Franzen et Adam Benadou. Et puis en attaque, Soumaré, Van Camp, Dianessi, Azevedo, Kiankaloa, Mwanza, un jeune qui était en U23 à OHL la saison dernière. Donc voilà, quand on couple un peu l'effectif qu'on pense être plus compétitif que la saison dernière, avec le travail qui a été fait durant toute l'intersaison en coulisses, par rapport à la méthodologie de travail, par rapport au professionnalisme, par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place. Je pense et on pense ensemble qu'on est vraiment paré et qu'on a de quoi faire une bonne saison, au moins aussi bonne que la saison écoulée. Et sur cette partie, je vais laisser d'ailleurs la parole à Nico et à Fred pour expliquer un peu, ils vont mieux expliquer que moi, ce qui a été mis en place concernant la partie technique, la partie de la direction technique par rapport à tout ça. Et je pense que quand on couple tout ça, on a le matériel pour faire quelque chose de bien durant cette saison. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des informations, des commentaires, des suggestions, des observations. Une question tu dis que ça va encore évoluer. Ça peut encore évoluer. Par rapport au noyau que tu as annoncé ici, est-ce qu'il y a encore un profil ou un joueur ou deux? Fred parlait de 1 ou 2 jokers possibles. Est-ce qu'il y a encore un poste auquel il faut dédoubler ou il faut encore recruter? Ouais, donc Fred disait aussi dans la même vidéo, je pense que il peut se passer beaucoup de choses, mais aussi on n'a pas encore tout annoncé. Donc j'ai cité tout à l'heure, j'ai pas donné les noms, mais voilà, le gardien, j'ai cité le piston supplémentaire aussi sur lequel il reste des éléments administratifs à régler. Et puis au niveau défensif, dans le secteur défensif, on va encore rajouter un élément. On est déjà assez bien avancé sur des dossiers. Quand je dis le secteur défensif, j'ai dit tout à l'heure aussi que Maxence Maisonneuve, c'est autant un défenseur central qu'un milieu défensif. Donc ça peut être très bien un défenseur central, ça peut être très bien un milieu défensif. Mais dans ce secteur-là, il nous faudra encore un élément. Et Nelson Azevedo, pour venir à lui, donc il avait annoncé son départ, il pensait qu'il allait partir. Et vous espérez toujours qu'il puisse rester et faire la saison avec vous? Vous espérez qu'il trouve un accord avec un club? Mais nous, on espère rien. Dans son cas, en fait, c'est lui qui nous a mentionné et émis la volonté de vouloir partir. Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, on a entendu sa volonté. Entre-temps, il était sous contrat jusque juin 2024. Donc, s'il n'y a pas de solution, de toute façon, c'est un joueur de l'effectif. Donc, il n'y a pas d'espérance dans ce cas. C'est un joueur de l'effectif de l'équipe première de l'Aral. Sauf s'il y a une solution qui est trouvée. Et c'est pas nous qui cherchons la solution, c'est lui qui cherche la solution, puisque c'est lui qui voulait partir. Et vous, donc, vous voulez le garder? Nous, dans cette situation, on veut rien. C'est un joueur qui est sous contrat jusqu'au juin 2024. Donc, à partir du moment où on l'a mis sous contrat jusqu'au juin 2024, c'est qu'on voulait qu'il reste avec nous jusqu'au juin 2024. Après, le football fait qu'on ne va pas toujours jusqu'au bout de son contrat. Mais ça, la situation, c'est qu'il fait partie du noyau. Mais connaissant sa volonté de partir, je suppose que vous travaillez aussi sur un potentiel offensif pouvant le remplacer s'il venait à lui trouver une solution. Avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas un élément offensif à rajouter, quoique, comme Fred l'a indiqué aussi précédemment, on garde aussi toujours une possibilité, puisque après les éléments que j'ai mentionnés avant, il restera une possibilité, un joker, comme Fred l'a indiqué, je reprends ces termes, qu'on pourra utiliser pour potentiellement un élément offensif. Ouais. Un numéro 10 par exemple, ouais. Un joueur à mi-offensif, ça pourrait être intéressant en cas de départ de Nelson par exemple. Ouais. Oui. Tu as signalé que vous alliez apprendre de vos erreurs au niveau du recrutement. Est-ce que l'arrivée de Mike Van Hammel, qui est un joueur de plus de 30 ans, ce qui n'était pas trop dans la philosophie du club, ça fait partie de ces petits changements de philosophie, notamment parce qu'on a vu la saison dernière que peut-être les 2 meilleurs joueurs de la série, 2 des
des meilleurs joueurs dans les 35 ans? Quand je dis qu'on apprend de nos erreurs, ça ne veut pas dire qu'on change la philosophie, les valeurs, la manière de penser, la culture du club. C'est pas ça, apprendre des erreurs, c'est plutôt réfléchir de manière plus globale. Et ici, je vais répondre sur ce cas-là, parce que c'est pas le fait de faire venir Mike, c'est pas un changement de politique du club. Le fait de transférer Mike, c'est juste le fait de transférer Mike. Et ce qui a fait en fait de pouvoir le faire, c'est différents paramètres. Oui, l'âge c'est un paramètre, mais le nombre de blessures c'est un paramètre. Le nombre de matchs durant les 3 dernières saisons, c'est un paramètre aussi. Quand on prend l'exemple de Mike, c'est un joueur qui est professionnel depuis 16 ans, 15 ou 16 ans en tout cas, et qui n'a jamais manqué un match pour blessure. Donc ça c'est quelque chose pour les joueurs professionnels, on peut aller voir sur Transfermarkt, il y a la liste de toutes les blessures. De toute sa carrière, il n'a jamais raté un match sur blessure. Donc est-ce qu'on prend plus de risques en faisant un joueur de 34 ans qui n'a jamais raté un match sur blessure ou un joueur de 25 ans qui a été blessé durant les 3 dernières saisons? A priori, on prend moins de risques avec un joueur de 34 ans qui est dans ce cas-là que d'un joueur de 25 ans. Donc c'est une question de quantifier les risques en fait. Donc c'est vraiment au cas par cas, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'analyses de tous les paramètres et on arrive après à la conclusion que c'est le joueur qu'il faut recruter. Donc l'âge est un paramètre, mais c'est pas le seul paramètre. Et ça a jamais en fait été le seul paramètre. Précédemment, dans les saisons précédentes, et tout le monde est là pour le dire, on avait analysé des profils de plus de 30 ans, mais qui n'amenaient peut-être pas toutes les garanties que Mike nous amenait. Et donc on les a pas fait pour ces raisons-là. Mais ça veut pas dire que dès qu'il y avait un joueur de plus de 29 ans, on fermait les yeux, pas du tout. On en parlait dans notre base de recrutement, il y en a des dizaines et des dizaines de joueurs de plus de 30 ans. Mais ils partaient pas toujours favoris, quoi. Mais ils partaient peut-être pas favoris parce que c'est un élément, parce que l'âge c'est un paramètre. Mais donc si il y a la même qualité de joueur à 22 et à 30 et que tous les paramètres sont les mêmes sauf l'âge, on va privilégier 22. Mais maintenant, si, comme dans le cas que j'ai expliqué pour Mike, tous les paramètres sont super bons pour un joueur et que le paramètre de l'âge n'est pas exactement dans ce qu'on voyait à la base, ben, si tous les autres paramètres sont bons. De toute façon, un joueur qui remplit tous les autres paramètres, enfin tous les paramètres qu'on cherche, je ne sais pas si ça existe vraiment. Pas dans notre division. Ouais, voilà. Mais ça, pour répondre à ta question, ça ne change pas la philosophie. Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a cette ouverture qui, peut-être à un moment donné, on en a toujours tenu compte de manière assez stricte de l'âge. C'est toujours le cas. Mais comme dit David, comme on rajoute toute une série de paramètres et si toutes les autres cases sont cochées, bah, ça nous permet d'être un peu plus ouvert sur ce point-là. Et donc, c'est pas exclusif. C'est un hasard si Van Amel arrive maintenant, après les bonnes saisons de Chevalier, de Perpète. Non, c'est un hasard. Non, sincèrement, C'est le même profil de joueur, en fait, de carrière. ouais, très honnêtement, on a la possibilité de faire Van Amel l'année dernière, on le fait aussi. Oui, honnêtement, ça n'a rien à voir avec les saisons de Chevalier. Non. Les Chevaliers performent à ce Non, niveau. non. Très sincèrement, sûr et certain. En plus, il a fait encore une meilleure saison. Donc, sûr et certain, l'année dernière, au Mercato, au même moment, on a la possibilité de Van Amel, on analyse de la même manière, on le fait aussi. Est-ce que ça n'a pas impacté aussi votre manière de faire Moi, je dissocie toujours l'expérience et l'âge. C'est deux choses complètement différentes. L'expérience, c'est le nombre de matchs en professionnel, c'est ce que tu as déjà vécu. Si un joueur, je sais pas, Tielemans, il a commencé à jouer à 16 ans, à 22 ans, à 23 ans, c'est un joueur d'expérience. Donc, je veux dire, c'est le nombre de matchs, c'est ce que tu as déjà vécu, c'est le niveau auquel tu as joué, c'est la pression que tu as déjà connue, c'est les stades dans lesquels tu as joué. Tout ça, c'est l'expérience. Donc, pour moi, je dissocie toujours expérience et âge. Et après, tu peux tomber sur un joueur qui a 32 ans, mais qui est passé par des complications et qui a vraiment commencé sa carrière à 26 ans. Est-ce qu'il a plus d'expérience qu'un Tielemans? Je pense pas. Donc, je pense vraiment qu'il faut dissocier les deux, l'expérience et l'âge. Alors oui, il nous a parfois manqué de l'expérience l'année dernière dans des matchs importants, mais il nous a pas manqué de l'âge, il nous a manqué de l'expérience. Ou est-ce que ça a quand même impacté votre manière de recruter? Oui, donc on a cherché, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de matchs en équipe première, ce que les joueurs ont déjà connu, l'expérience. Je l'ai dit en introduction, ça a été un des éléments sur lesquels on a mis l'accent pour le futur, mais je parle bien de l'expérience, pas l'âge. On n'a pas trop à dire, non? Comment? Non, regarde. Voilà, comme Tony et David ils ont annoncé, on a eu énormément de points de discussion dans lesquels une partie de la direction et qui me concerne, que c'est la partie technique, on a rentré dans l'analyse de tout ce qui était fait pendant la saison. J'ai eu la chance d'être à côté de Fred pendant quelques semaines, de David et de toute la direction, pour pouvoir analyser un tout petit peu, vraiment avec un peu de recul, et pouvoir regarder
à mon humble avis et par expérience, qu'est-ce qu'on pouvait apporter pour reconstruire ou adapter certaines choses qu'on était en train de faire en interne, dans tout ce qui est la partie spécifique, soit méthodologique, soit mise en place, soit staff. Quand on parle de toutes ces choses-là, on parle de nos 4 équipes adultes, on peut dire, même si c'est toujours en post-formation que c'est les U21, mais on parle de la P1, la P2 et la Nationale 1. Et par rapport à ça, on a fait des choix, on a fait venir des nouveaux profils dans le staff, lesquels ont été tous annoncés, sauf les préparateurs physiques, j'imagine qu'il va être annoncé dans la foulée, dans nos réseaux sociaux. Comme ça, ouais, là-bas vous pouvez voir. Et on a un nouveau T2, Michael Seudi, qui s'est présenté lui-même à travers les réseaux sociaux, et lesquels j'imagine que vous avez fait le travail d'avoir regardé un tout petit peu. Mika, c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience comme entraîneur au niveau pro. Ça, c'est lui qui veut chercher des choses à écrire, entre guillemets, pour trouver des explications. Par contre, j'ai passé avec toutes ces personnes-là qui ont été recrutées, Mika et Seudi inclus, je pense minimum 4-5 entretiens avec chacun d'entre eux pour pouvoir trouver exactement tout ce qu'ils savaient en eux, mais surtout pour voir leur potentiel et qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter à le staff de Fred. Mika, on a eu la possibilité dans les entretiens, j'ai eu en tout cas la possibilité de sentir tous les contenus qu'il avait été capable de développer autant que joueur. Et David, il parlait d'expérience. Mika, c'est quelqu'un qui a 320 matchs au temps pro en Belgique. C'est quelque chose qui va nous apporter énormément. C'est de sentir, il connaît les odeurs des vestiaires des niveaux pro, niveau DA1 ou DAB. Pour nous, c'est très important. Mais surtout, il a eu la possibilité depuis déjà plus d'une dizaine d'années, en même temps qu'en étant joueur de foot, Mika, il a lancé sa carrière d'entraîneur. Et il a passé partout, par toutes les catégories d'âge, par tous les niveaux. Et les jours que j'ai eu la possibilité d'avoir le premier entretien avec lui, il est venu avec sa présentation. Il m'a présenté énormément de contenus, lesquels on a eu la possibilité par après d'avoir la discussion avec Fred par rapport à ce profil et tous ces contenus. Et on a fini pour la conclusion de que c'était quelqu'un qu'il fallait aider, mais qui pouvait nous apporter énormément. Et depuis la semaine passée qu'on a commencé le travail ici en interne avec une première semaine de beaucoup de moments de réflexion et de planification, on a vu directement quelqu'un qui a eu un impact incroyable dans tout ce qui est la préparation des entraînements et aussi un avis et un recul différent que en tout cas ça nous manquait à l'intérieur des clubs. Après, on a décidé en interne la construction, la création d'une cellule de performance. Normalement, quand on parle de cellule de performance, on parle toujours de la préparation physique. Ici, ce n'est pas le cas. Et ici, on a une cellule de performance qui inclut une partie méthodologique qui a 3 personnes, et en tout cas qui ont un rôle direct au sein de notre équipe de la Nationale 1, que c'est un préparateur physique comme Pablo Morchon, et dans lesquels je présenterai par après, mais surtout 2 entraîneurs de foot qui sont Laurie Birou et Antoine Toury. Les deux, c'est 2 personnes qui vont être en permanence pour accompagner Fred dans tout ce qui est méthodologie. Ça veut dire quoi la méthodologie? C'est l'organisation des contenus, la préparation et avoir un recul d'analyse pour comprendre à partir des images du football et des data. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de data, de pourquoi les choses se passent et pouvoir accompagner le staff dans des tâches que ça prend énormément de temps et que vous ne pouvez pas imaginer combien de temps pour pouvoir analyser et préparer pas seulement les séances, sinon faire les choix. Alors, l'année passée, j'ai vu un entraîneur qui a fait un travail incroyable par rapport aux moyens qu'il y avait au niveau temps de travail de staff. Et alors j'ai vu un Fred qui ça allait manquer, heureusement qu'on avait un terrain en synthétique, parce que sinon ça allait manquer couper les gazons en même temps de préparer ses entraînements. Alors c'était quelqu'un qui travaillait énormément et pour pouvoir réussir à gérer pas seulement un noyau, sinon mettre en place des entraînements de qualité. Et je pense que les résultats ils ont montré la qualité de travail qui ça a été fait pour une première expérience au National 1.
Alors Antoine et Loris, ils vont être là pour ça, pour pouvoir structurer et accompagner nos coachs un tout petit peu plus adultes, on peut dire comme ça, ou qui sont un peu plus d'expérience, pour, entre les quatre, avoir vraiment de l'impact dans tout ce qui est le jeu en soi-même. Et notre préparateur physique, comme je parlais, c'est un Argentin, et c'est quelqu'un que je connais depuis des années et des années. J'ai eu la possibilité pas seulement de travailler avec lui, sinon aussi d'avoir été entraîné par lui. Et, il a une expérience incroyable, et il a travaillé déjà dans des 4 continents différents. Et, je pense que les joueurs ils vont tout seuls faire des remarques par rapport à lui. Et son expérience, il va être très important pour accompagner et pour donner un petit touche de plus à tout ce qui a été créé par les coachs. Une remarque par rapport à ça, c'est qu'il a travaillé, et c'est le moment que j'ai eu la possibilité de le rencontrer, comme responsable de la préparation physique dans un projet que Barcelone avait en Argentine, et pendant des années il a fait ça. Et ça montre directement un lien très fort par rapport à le style de la maison et au modèle de jeu que notre entraîneur il nous présente tous les week-ends. Alors ce lien a été très important parce qu'il est capable de comprendre Fred par cœur et directement ils se sont compris depuis les premières secondes. Et si ce n'est pas le cas, c'est à Fred de dire le contraire. Mais bon, je pense que c'était le cas. Et après on a Manu qui nous accompagne depuis tout le temps comme entraîneur des gardiens. Et lequel il a été quelqu'un de très important pour la venue de Mike. Mike, il a senti une confiance énorme depuis les premiers entretiens avec Manu. Alors, c'est quelqu'un de très important au sein du club et que les joueurs ils sentent bien, que le club il croit énormément aussi dans sa progression. Alors, on est très content et fiers de que Manu nous accompagne dans cette aventure en National 1. On a élargi énormément notre staff médical et on a un responsable il n'est pas là dans ses doigts, il est là-bas. Dans cette liste-là, c'est le responsable de la cellule médicale, c'est Fabian Gavellini. Il a une très belle expérience là-bas. Je dois parler de mon expérience personnelle. Et malheureusement, j'ai la possibilité d'avoir certaines connaissances par rapport à tout ce qui est médical et préparation au plus haut niveau, pour l'avoir vécu et avoir abandonné ma carrière de joueur avec des blessures. Alors, je suis quand même très strict, rigoureux par rapport à ça et on a trouvé, Dieu merci, la personne de Fabien que je suis sûr il va nous apporter énormément dans les clubs. On est tous convaincus de qu'il va pouvoir apporter et guider, surtout parce que ça c'est le plus difficile, tous ces gens-là que vous voyez, comme les médecins, le reste des kinés, notre diététicien qu'on va l'avoir aussi, pas full time mais presque tout le temps avec nous, pour construire toute une nouvelle méthodologie, une nouvelle dynamique de travail. Et on trouve en Fabien cette tête de cette staff médical qui est vraiment très important et que c'est une évolution très très importante et qu'on cherche que les clubs il évolue au monde pro les prochaines années. Et on a aussi, je ne sais pas s'il est présenté comme un coach mental, mais Jean-François Lonvin, c'est quelqu'un que si vous faites des recherches un tout petit peu sur Internet, et il a une énorme expérience dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau. C'est quelqu'un qui a une approche pas seulement avec les joueurs, sinon aussi avec les coachs, pour avoir aussi un point de vue différent de quelqu'un qui ne se mêle pas du tout des terrains de foot. Et il ne se mêle pas des compétences footballistiques des joueurs, mais surtout c'est une approche sur tout ce qui est le plan mental et l'engagement de quelqu'un qui a été un athlète de haut niveau et qui va être capable de nous épauler à nous tous en interne et le staff principalement pour essayer d'attirer le plus haut niveau, la meilleure de chacun de nos joueurs et de nos coachs forcément. Après tout ça, je pense avoir fait le tour de notre équipe nationale 1, mais un petit mot par rapport à ça et que c'est très très important. Notre cellule de performance, dans laquelle notre préparateur physique, dans laquelle Antoine Toury et Loris Birou ils font partie, ils vont accompagner aussi notre P1, notre P2 et notre équipe de U21. Chacun entre eux, ils vont avoir un rôle à jouer dans ces équipes-là.
Et on fait ça comme ça avec notre coach de U21, que c'est Nicolas Bocadifoco, que l'année passée, il était dans les staffs d'équipe 1. Ils vont accompagner notre post-formation. Ça veut dire que dans la Wolves Academy, tout ce qui est planification méthodologique et quantification des charges, ça appartient aussi à l'équipe 1. L'impact que je dois avoir, le contenu et la gestion de notre équipe masculin au sein des clubs, ou l'équipe pro masculin, il va avoir un impact dans la post-formation. Comme ça, on est sûr de garantir une identité et de travail, une méthodologie dans laquelle prépare nos jeunes, les plus âgés ou les plus doués, à pouvoir se rapprocher au plus vite possible et de la meilleure manière à notre équipe A. Pour l'accompagnement de nos équipes dames, c'est ma première expérience personnellement, et dans laquelle je suis vraiment très curieux de pouvoir collaborer. Et on passe énormément des heures, et même je suis un tout petit peu en retard chez mon meeting maintenant avec Barbara, notre coach, dans laquelle on travaille forcément. On est très très proche pour pouvoir essayer d'avancer, se rapprocher au plus possible aussi de staff masculin. Et je pense avoir fait le tour de tous les thèmes. On n'a pas parlé, David, dans la construction des noyaux. On a nos jeunes qui font partie, tu as parlé de nécessité. On essaye d'avoir un lien, ils vont basculer d'un noyau à l'autre. Il faut aussi les permettre d'évoluer, le temps d'adaptation, avoir la garantie qu'ils vont avoir minutes de temps de jeu, que c'est très important pour leur évolution. Alors voilà, on est très proches, on est tout le temps occupés à travailler ensemble, et surtout, il y a une très grande communication entre tous les secteurs des clubs, à partir des plus petits aux plus grands, et dans lesquels je prends en charge cette partie-là pour faire sorte que tout le monde se sent inclus et tenu compte dans le club. Voilà. Nico, tu as parlé du staff, de l'arrivée de Mika et de Loris. Ça veut dire que tu estimais qu'il y avait un peu de manquement au niveau du staff pour accompagner Fred vers le haut niveau? Pour moi, ce n'était pas des manquements, c'était des profils différents. Nico Paquet, heureusement, il a décidé de continuer la collaboration avec les clubs, il va nous accompagner. Et par rapport à ses capacités, son expérience et tout ce qu'il a déjà vécu et donné au club, pour nous, c'est une grosse plus-value pour notre P1 féminin, et qu'il a décidé de continuer la collaboration dans le club. Ça parle très bien du club, d'essayer de garder tous les gens qui sont un grand potentiel, et aussi de lui, de son respect pour le club et son engagement par rapport à l'institution. Je parlais un peu du championnat qui s'annonce. Voilà, l'an dernier, on a rapidement su que Patros serait dans les favoris, etc. Ici, on parle beaucoup de Lokeren comme principal candidat au titre, avec vous souvent. Toi, comment tu analyses un petit peu, sur base des mouvements que tu as pu voir, potentiellement les plus gros morceaux de cette série? C'était un championnat qui est très disputé. Et donc je pense qu'il y a plusieurs candidats qui peuvent entrer en lice. Il y a une équipe dont on parle pas souvent, mais qui est quand même très performante, c'est Gand. Donc je pense que Gand aura son mot à dire dans la lutte pour la montée. On sait aussi qu'ils peuvent avoir très facilement la licence, donc c'est un candidat sérieux. Lokeren, clairement, on ne sait pas du tout ce que Virton va faire, mais ils ont l'habitude d'être performants et de jouer le top. Donc pour ne citer qu'eux, c'est déjà du costaud. À ça, vous ajoutez des équipes comme Visé qui peuvent être ambitieuses, des équipes comme Tessenderlo, Knock, enfin ça reste l'Olympique de Charleroi qui chaque saison joue le top du classement. Donc ouais, ça va pas être évident. Hein. La différence par rapport à l'année passée, c'est qu'on est conscient maintenant de ce que c'est d'aller jouer un match à Heist. On sait ce que c'est que d'aller jouer à Tessenderlo, on sait ce que c'est que d'aller jouer à Knock. Winkel, ce sont des matchs qui sont très disputés, très difficiles. Il n'y a vraiment aucune équipe de bas niveau dans cette série. C'est vraiment très très relevé, donc on est conscient qu'il va falloir être constant tout au long de la compétition, quoi. Donc on est ambitieux, comme beaucoup d'équipes. On sait que ça va être difficile, et l'objectif ce sera d'essayer de faire la même chose, ou peut-être un petit peu mieux que l'année passée, donc espérer pouvoir être promu, quoi.
pas l'avoir été l'an dernier, parce qu'on parle des objectifs qui étaient le top 5. Donc Ouais. on va dire que cet objectif sportif, tu l'as accompli en ayant imaginé que 4e, ça aurait dû être une montée. Ça n'a pas été le cas. Comment tu l'as vécu comme un échec, comme une réussite sur la façon dont la saison s'est déroulée? Comment tu as vécu la saison? Bon, un échec, je pense. Je ne le verrai pas comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a espéré très longtemps pouvoir accéder à la division supérieure. Et donc, quand la décision tombe et que c'est vraiment à 10 mètres de la ligne d'arrivée, bah, c'est douloureux quelque part. Maintenant, on a fait un championnat formidable. On a eu des hauts et des bas, beaucoup de hauts. Si on avait été en division 1, je pense qu'on jouait les playoffs 1. Et donc, on avait encore l'opportunité de faire quelque chose. S'il y avait eu un tour final, ben on jouait le tour final. Donc je pense que cette saison est une grande réussite. La malchance qu'on a eue, c'est qu'on est tombé face à 3 équipes au-dessus de nous qui ont été très constantes et qui ont atteint un quota de points, en tout cas un pourcentage de points qui est hors de la norme, je pense. Quand on voit ce que Liège et le Patro font, c'est 2,2 de moyenne, je pense. 2,2 de moyenne sur 3, je ne sais pas si vous imaginez, pour être champion en National 1, il fallait 1,7 avant. Ils font 2,2. Et les Framborains ont été hyper constants aussi tout au long de la saison. Donc, on rate de peu la montée. Maintenant, on a gagné au niveau de l'expérience, c'est juste incroyable en fait. Donc déçu et pas déçu parce que 73 points, ça reste extraordinaire. Maintenant, ça s'est joué sur des détails par moment, des petits faits de match, des décisions qui n'ont pas été les bonnes. Et au bout du compte, on a perdu quelques points qui nous ont valu de rester une année supplémentaire dans cette division, mais on grandit lentement mais sûrement, je pense. Peut-être, il ne faut pas aussi oublier, et c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais on était montant l'année dernière. Et il faut chercher l'historique des précédents montants, ceux qui sont montés avec nous déjà cette année, regardez où ils étaient. Et en plus de ça, après, les précédents montants, je me défie de trouver une équipe qui a fait un meilleur championnat la première saison. Il y en a peut-être une, deux, je ne sais pas, mais pas beaucoup en tout cas. Donc pour des montants, c'était quand même pas mal. Après la déception de ne pas monter, comme Fred l'a dit, etc., évidemment elle était là, mais avec du recul maintenant, 2 mois plus tard, on peut quand même se dire, ok, on a fait du bon travail. Sur le marché des transferts, aujourd'hui, c'est quoi l'attractivité de la RAL exactement par rapport au club de la série? Est-ce que vous vous sentez plus attractif, moins attractif pour les joueurs? On a des choses qui sont plus attractives, notamment le projet, le moyen terme, ce qu'on met en place, la structure, le staff, le jeu que Fred met en place. C'est aussi le système de jeu, souvent il est mis en avant par rapport aux équipes et aux joueurs de la division. Maintenant, on a des points qui sont un peu moins attractifs. Il y a des clubs qui payent plus que nous déjà, donc ça semble déjà un peu moins attractif au niveau salaire. Après, si on regarde, je pense, l'ensemble, si le joueur fait comme nous, c'est-à-dire regarde l'ensemble des paramètres, il y a des chances qu'ils nous choisissent. Maintenant, s'il se focalise sur un paramètre, là, à mon avis, il ne choisira pas. C'est que pour le financier, il vient pas chez nous. Non, si c'est que pour le financier, c'est pour ça que je dis le un paramètre dont je parle, évidemment, c'était le financier. C'est que si un joueur se focalise si un joueur qui se focalise sur le financier, il ne viendra pas. Parce qu'il y a des clubs qui vont payer mieux, même dans la division en dessous. Et nous, on doit jouer sur l'ambition et le fait qu'on ait déjà pu prouver qu'on était capable de mettre des choses en place. Donc il y a maintenant un certain sérieux qui se dégage du projet de la RAL. Et donc voilà, on est un peu plus crédible qu'il y a 5 ans quand on a commencé, qu'on disait qu'on allait faire plein de choses. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul et on a certaines réussites déjà ou des choses qui ont été mises en place. Mais à la limite, ça nous va très bien que le joueur qui veut venir pour le financier ne vienne pas parce qu'on n'aurait pas voulu qu'il vienne. Si c'est que financier, c'est pas. Donc au final, c'est bien. Tu parlais, Tony, de l'image un peu écornée tout à l'heure, mais c'est par rapport à l'Union belge, au grand public, les joueurs, est-ce que ça les impacte pas? Non. C'était compliqué cette saison, hein, donc l'ambiance, même parfois avec la presse et tout, c'était compliqué. On espère qu'à un moment, on va pouvoir être un peu plus serein, mais c'était compliqué. On est souvent pointé du doigt. Je considère que souvent, dès qu'il y a un petit truc à la RAL, on aime bien nous pointer du doigt. Mais ça me va, hein, mais c'est la vie et ça nous met parfois dans des situations de tension. Et quand les résultats sportifs, au final, ne sont pas à la hauteur, on a tendance à se déchaîner un peu. Et donc c'est compliqué, dans notre position, de garder cette sérénité, la tête froide. On essaie, maintenant, avec un mois et demi de recul, on a la tête un peu froide et on se dit, ok,
allez, on va repartir. C'est pas pour ça qu'on doit douter, parce qu'on a loupé cette saison, première saison. Et je dis loupé, mais je confirme ce que disent ici mes collègues. Je considère avec du recul qu'on a fait une bonne saison. Mais au fond de nous, on sait qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre. On doit garder la tête froide, on doit continuer dans nos lignes conductrices et on va y arriver. Il n'y a pas de raison de douter aujourd'hui. Je voudrais simplement qu'on nous fasse confiance et qu'il y ait de la sérénité, mais c'est le cas. Tout ce qu'on a mis en place, c'est quand même assez génial, tout ce qui a été mis en place. Donc je suis positif et serein par rapport à ça, confiant. Et la nationale ici, tu la trouves plus attractive que la saison passée? Vous aviez Liège et les Flandrins. Ici, vous récupérez Namur, Virton, mais est-ce que c'est aussi attractif? C'est difficile à dire, je ne veux pas juger les autres clubs. Pardon? Bon, allez, moi je dirais quand même c'était intéressant d'avoir Liège, le Patro, Framborin qui est notre grand... C'est peut-être une bonne chose, non, pour vous ne plus avoir le Framborin? Si on veut éviter les huis clos et tout... Zéro sourcil. On ne devra plus battre les Framborins, Ouais, donc ce sera plus la pression de battre les Pour moi, Framborins. c'est toujours mieux d'avoir tous. Ouais, c'est mieux. Parce qu'on allait les battre. Ouais. C'est le challenge, moi. Mais non, mais. Je sais pas si c'est mieux. Non, mais qu'est-ce qui est plus. Est-ce que c'est plus attractif ou pas? Parce que est-ce que Namur va amener du monde? Est-ce que Virton va amener du monde? C'est difficile à dire. Je ne veux pas juger les autres clubs. Lokeren a un historique qui est parlant, un peu comme Patro ou comme Liège, qui était même encore plus. Namur l'a un peu moins, mais c'est quand même un projet qui redémarre et qui a l'air d'être ambitieux. Donc on doit sous-estimer personne de toute façon, et on doit faire en sorte de jouer chaque match pour le gagner. Et au niveau attractivité, oui, je sais que tout le monde préférait qu'on joue contre Anderlecht, le Standard, mais bon, laissez-moi un peu de temps, quoi. Il faut encore un peu de temps pour y arriver. Après, Liège et Framborin sont venus sans supporters. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, quoi. C'est ça qui est dommage aussi dans cette division, c'est qu'on a ces contraintes-là, en fait. On aurait aimé avoir les demi-supporters de Liège, c'est le but, de toute façon. Et on n'est pas allé au Framborin avec tous les supporters, parce que c'était limité, et on est allé à Liège avec 0 supporter. C'est compliqué, hein. En fait, cette série, comme on est entre deux, le monde amateur et le monde professionnel, notre organisation avec les supporters que nous avons, elle n'est pas évidente, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça, tant les villes, l'organisation des villes que les clubs. Il y a des gros clubs comme Liège qui ont l'habitude. Et la frustration de l'année passée, pour terminer une bonne fois pour toutes avec ça, c'est si on a 15 points de retard sur les Framborins à la fin du championnat, tout le monde dit qu'on a fait un super championnat et on n'en parle plus en fait. Le truc, c'est qu'on a été éliminé à l'avant-dernière journée de championnat. 15 points de retard. Ouais, on aurait fait un super championnat avec 60 points, là, franchement, première saison nationale, là, tout le monde aurait été content. Il n'y aurait pas eu de frustration en fait. Le fait d'être éliminé à l'avant-dernier match et de ne pas pouvoir accéder à la division supérieure parce que tout le monde a espéré à un moment donné, je crois que la frustration elle vient de ça en fait. Mais on a pris 13 points de plus que les 60 et où tout le monde aurait été content, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ne soyons pas frustrés, tirons les leçons et avançons. Quoi, on l'a été, et je le dis, en fait on a trop bien démarré. Bon, on a bien démarré, au mois d'octobre on se retrouve à un moment premier, on a 5 points d'avance, je sais pas, je dis ça de tête, donc tout le monde se voyait en haut de l'affiche, comme dirait. Et bref, on n'y est pas, voilà, et c'est ça qui est décevant, comme dit Fred, c'est cette frustration à un moment donné. Ouais, bon, allez, c'est pas... Pour la cellule médicale, cette saison, ce qui vous a aussi pénalisé pas mal, c'est les grosses blessures. Est-ce que étoffer ce staff médical, ça vient de ce constat qu'il n'était peut-être pas assez conséquent pour mettre tous les joueurs à plomb tout de suite? Même dans les grands clubs, je veux dire, quand je parle des grands clubs, je dis au niveau, je sais pas, Premier League, on voit qu'il y a des saisons qui sont énormément de blessures et ils sont 10 kinés, 5 masseuses, et je sais pas, ils ont tout à disposition. Alors il y a beaucoup de paramètres. C'est pour ça que quand vous demandez, vous parlez par rapport à l'âge des joueurs, c'est aussi des paramètres, c'est un puzzle qu'il faut mettre ensemble, les clubs essayer, et encore aujourd'hui on essaye de pouvoir analyser les profils des joueurs, de faire des tests avant que les joueurs signent, et de pouvoir préparer ça. Moi je trouve, en venant de l'extérieur et en mettant un pied ici dans le club, le travail que ça a été fourni et fait ici à l'intérieur du club, c'était magnifique. Par rapport à un club qui, en 6 ans, ils ont monté 3 divisions différentes. Et quand tu rentrais ici, tu voyais un professionnalisme et que c'était vraiment c'était admirable. Alors, par rapport à tout ça, les expériences du passé, des cas comme ça, des joueurs que parfois, on a besoin de ces joueurs pour les week-ends et on sentait qu'on ne faisait pas assez parce que c'était en dehors de nos moyens, il fallait faire quelque chose de plus. Et voilà,
une des motifs, c'était ça. Il y a plein de paramètres, mais une des choses, c'était ça, clairement. Plus de joueurs l'entraîneur il a à disposition, plus de concurrence il y a, plus difficile c'est pour les coachs de faire des choix, mais plus difficile c'est pour les joueurs de gagner une place sur le terrain, alors on est tous gagnants. Et pour tout le staff, hein, tout ce qui a été mis en place maintenant autour de Fred, et tout ce qui a été développé, c'est pour vraiment nous donner toutes les chances d'avancer. On doit se préparer à tous les niveaux, c'est notre philosophie, on l'a fait, organisation, sponsoring, administration, sportif. On fait grandir le club étape par étape, et là, le staff sportif, le staff médical, la direction technique, c'est des choses qui viennent se rajouter à l'organisation du club. Et on ne peut pas tout faire d'un coup, donc on le fait progressivement. Et le médical, c'est aussi un grand pas en avant, et je pense que ça va nous aider.